Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour le débriefing. Alors, je crois qu'il faudrait regarder dans un livre d'histoire, mais depuis l'ère Qatari, je crois que il n'est jamais arrivé que les trois clubs français, donc en lice pour la Ligue des Champions, aient fait trois défaites. Parce que Chelsea a battu Rennes 3-0. Bon, hier, vous avez vu dans la foot zone que l'Olympique de Marseille a perdu donc 3-0 contre, d'ailleurs même tarif, hein, 3-0 contre Chelsea. Et là, le Paris Saint-Germain donc a perdu 2-1 contre le Red Bull Salzbourg. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match concrètement? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Donc, on va commencer toujours comme un rappel des faits. Ça avait pourtant bien commencé, et oui, ça avait même très bien commencé, puisque les Parisiens ont eu un très très bel état d'esprit, concrètement, avec notamment ce but d'André Di Maria qui est arrivé très tôt, qui est arrivé à la 6e minute de la rencontre. D'ailleurs, il a fallu avoir un 2-0 même, puisqu'il y a eu un penalty que André Di Maria malheureusement ne transformera pas, puisqu'il s'est repoussé par Gulazzi. Et donc, c'est à ce moment-là que les Parisiens vont commencer à perdre pied concrètement, puisqu'ils vont de moins en moins être conquérants sur pas mal de choses. Et concrètement, le Paris Saint-Germain va commencer à se liquéfier. Ils vont d'ailleurs avoir très très peu de tirs cadrés. C'est quand même 2 tirs cadrés dans cette rencontre. Et puis, à ce moment-là, il y a un ancien cru du club qu'on appelle Christopher Nkunku qui va récupérer le ballon et qui va tirer donc au 18 mètres. 2-1, et puis enfin non, même pas 2-1, un partout à ce moment-là, et puis ensuite 2-1, suite à tout simplement au but de Forsberg, qui lui marquera sur penalty, suite à une faute de Kipembe. Alors, après, est-ce que, voilà, c'était un ballon de la main, il y avait penalty, concrètement, voilà, il n'y a pas besoin de loucher pour tuer droit. Il y a eu ensuite, d'ailleurs, ce match me fait beaucoup penser à celui de l'Olympique de Marseille, dans la nervosité en tout cas, puisque vous avez deux joueurs qui ont été donc expulsés. Le premier, c'est Kipembe et Gay, donc Gay puis Kipembe. Alors après, on peut toujours dire que c'est vrai que l'expulsion d'Idrissa Gueye est sévère, mais après celle de Kipembe est logique, hein, le geste est absolument pas maîtrisé, donc il était normal que le PSG soit au moins expulsé, on va dire, pour être réduit à 10. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? On va commencer, on va faire rapidement sur Leipzig. Je pense que vous avez surtout envie de savoir ce que je pense du Paris Saint-Germain. Je trouve que cette équipe, elle a de la gueule. Voilà, c'est une équipe qui a volonté offensive. Et concrètement, c'est ce qui se voit. C'est une équipe qui a toujours envie d'attaquer. Alors forcément, elle a tendance à beaucoup laisser des espaces dans la profondeur, mais également sur les côtés. Ça se voit. Mais cette équipe, quand tu as une équipe qui est aussi conquérante sur le plan du jeu, notamment surtout en deuxième mi-temps, à un moment donné, il faut pas se leurrer, hein. À un moment donné, il faut pas essayer de chercher midi à 14 h. Le PSG a baissé le pied et les Allemands ont littéralement pris d'assaut les buts. Alors certes, il n'y a pas eu énormément d'occasions, hein, du côté. Il y a eu, allez, 4-5 tirs cadrés. 12 tirs quand même qui ont pas. Voilà, il y a eu des tirs beaucoup non cadrés, mais il y a eu quand même un arrêt exceptionnel. D'ailleurs, on n'en parle pas assez de le double arrêt de Keylor Navas qui a été notamment avec quelques erreurs de ci de là. Mais sinon, concrètement, avec Ipembe et Danilo Pereira qui, pour ainsi dire, se loupent complètement. Mais sinon, c'est vrai que ça a été une déception. Voilà, ça a été une déception. D'ailleurs, clairement, ils ont été plus conquérants dans l'aspect physique, dans les duels, dans ce qui a été proposé. On sent une équipe allemande qui a été bien meilleure que le Paris Saint-Germain, qui a été en dessous de ça. Bon, allez, maintenant on va passer au Paris Saint-Germain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire du côté du PSG. Alors, il y a plein de choses à dire. Concrètement, il y a plein de choses à dire. Je vais commencer tout de suite par parler de... Parce que la vidéo, vous avez vu la vidéo, ça s'appelle le Malterol. J'ai dit voilà, j'ai mis humiliant, alors j'ai rajouté un truc. Mais cette phrase, vous avez vu, c'était il y a quoi? Il y a un an, si je me souviens bien, j'avais sorti cette fameuse phrase, le Malterol. Et je commence à... Clairement, on est retourné dans ce mal.
Contre l'OM, il y avait ce Malterol. Contre Manchester United, il y avait ce Malterol. Et finalement, il y a ce Malterol. Et vous savez, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux dans ce match. C'est les positionnements et les choix de Thomas Tuchel. Déjà par plus deux choses. La première, c'est notamment, on va commencer par le plus petit, après on va faire le plus gros. Les positionnements lorsque les joueurs sont à rentrer. Quand tu vois Thilo Kehrer qui rentre, qui limite fait 3-4 fautes dégueulasses et il parvient pas. On a vu également les remplacements. Alors je vais vous les donner les remplacements, comme ça sera réglé. On a eu le remplacement par exemple de Mitchell Baker à la place de Levin Kurzawa. Kurzawa qui est plutôt intéressant, mais au final, il n'y a rien d'intéressant là-dessus. On peut citer aussi, et Mitchell Baker, après il a pas fait une mauvaise rentrée. On peut se demander, d'ailleurs, il y a eu, quoi, disant une blessure de Danilo Pereira. Pourquoi tu fais pas, tu n'essayes pas, entre guillemets, de faire remplacer par Abdou Diallo, ou alors, il y avait quand même Paredes qui était là. Il y a Paredes qui est là. On peut se demander pourquoi, à un moment donné, tu décides pas de remplacer Danilo Pereira, tu mets Marquinhos en défense, et tu mets le Paredes dans l'axe. Alors, est-ce que l'expulsion d'Idrissa Gueye a changé les choses? Ça peut être une éventualité. Mais à ce moment-là, même, Herrera, tu mets Paredes, et tu mets, je sais pas, un joueur capable, justement, de pouvoir lancer les ballons, justement, avec Herrera qui serait plus en tant que sentinelle, et un Paredes qui serait plus, on va dire, plus dans la création de jeu. Non, il n'y a pas eu de ça. De toute façon, tu perds le match, qu'est-ce que tu vas compter? 3-1, 4-1, 5-1, 10-1, 21-1 ou 35-1, ça ne changera rien. Ton match, il est perdu de toute façon. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément étonné, concrètement par rapport à ça. Il y a également le ballon touché. Bon, c'est Andorra Herrera qui l'a touché, mais il n'a pas été mauvais. Mais en termes de duel, je parlais justement des duels. Celui qui a récupéré les duels, c'est quand même Marquinhos et Andorra Herrera, c'est bien. Mais sinon, tu as Nkunku, Urban et Upamecano qui récupèrent des duels, qui a été par rapport à ça. Nombre de duels perdus. Moeskin, il en a 16. Herrera, il en a 12. Ça prouve à quel point. Allez, Di Maria, il en a 12. En termes d'interception, t'as quasiment que des joueurs. T'as quand même pratiquement que des joueurs. C'est pas possible. En termes de duel aérien, Upamecano et Orban ont littéralement pris tout ça. Il y a trop de déchets. Quand tu vois que les fautes commises par il y a quasiment 3, il y a Idrissa Gueye et Preston Kimpembe, et c'est des joueurs qui ont été expulsés, c'est pas possible. Mais ensuite, on va quand même parler, et là je vais prendre ma petite palette, je vais quand même parler, à un moment donné, il va falloir me parler un petit peu de Pereira et Marquinhos. Et je vais revenir tout simplement sur le premier but de Ledvig. Qu'est-ce qui se passe dans ce but? On a un joueur, donc Nkunku, qui récupère le ballon. Donc je vais vous faire une petite palette, comme ça à la limite ça sera réglé. Voilà, hop, on met ça en rouge. Alors, nous avons, donc on va prendre ici présent. Donc Nkunku, donc je vais le mettre en vert, il est ici. Je sais pas si vous le voyez, voilà, c'est bon, vous le voyez. Alors j'exagère parce que bien sûr c'est pas à échelle. Et nous avons Marquinhos. Et Marquinhos, donc qui est supposé être ici, donc tu te dis, il va aller au pressing. Il y va d'ailleurs, hein, il essaie d'y aller. Il est là. Quand il part, quand Nkunku récupère le ballon, il est là. Son positionnement. Alors, on peut bien sûr reculer. Mais normalement, on est bien d'accord que si Kipembe et Danilo Pereira sont ici, parce qu'ils étaient ici, alors après, pas dans le même système, hein, on est bien d'accord que Marquinhos doit être là. Puisqu'il doit être devant. Il ne doit pas être à côté des autres. Donc concrètement, voilà ce qu'il y a. En plus, Danilo Pereira, concrètement, son système de défense, il n'est pas bon. On le voit, son système défensif est au bas mot catastrophique. C'est pas beau, c'est pas joli, c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est quelque chose qui est pas bien. Et donc là, il y a deux possibilités qui m'ont fait donner. Et je vais me mettre debout, je vais me mettre littéralement mieux comme ça vous pourrez bien m'entendre. Il y a deux solutions. Moi, j'ai par exemple le match à Manchester United. Thomas Tuchel se plante, on est clair là-dessus,
sur l'obsession de vouloir mettre Marquinhos au poste de sentinelle. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça ne marche pas pour une raison. C'est que là, il y avait quelqu'un à la place. Quand Marquinhos était dans l'axe en tant que sentinelle, tu avais Thiago Silva qui était derrière. Donc qu'est-ce qui se passait? Quand Thiago Silva appontait, Marquinhos faisait ça. On est bien d'accord. Je vais gommer un peu comme ça vous allez mieux voir. Donc il y avait un turnover entre guillemets. Donc il faisait un système à 3 mais avec une sentinelle qui évoluait. Et qui Kimpembe gardait son poste de défenseur central pour ainsi dire. Le problème aujourd'hui, c'est que Danilo Pereira, qu'on le veuille ou non, avec tout le potentiel, toutes les qualités qu'il possède, n'est pas un défenseur central. Il n'est pas un défenseur central. C'est là, clairement, si on avait besoin de le dire, eh ben, on a besoin de le démontrer. On l'a vu. Il défend en reculant. Il a des... il a besoin, voilà, il a besoin de retrouver ce poste-là. C'est obligatoire. Et ça, j'ai envie de dire, c'est à un moment donné, Thomas Tuchel, il se plante sur ça. Il s'obstine à vouloir mettre Danilo Pereira à ce poste, pour moi, qui n'est pas son poste. Ça se voit, tous les matchs, il y a des boulettes. Alors certes, ça, il y a peut-être du mieux parfois quand c'est des petites équipes comme Dijon, etc. Mais là, vous allez avoir Rennes. Bon, Rennes qui a pris 3-0 contre Chelsea. Hein. Mais le problème, c'est que Rennes, ils vont se faire plaisir. Je rappelle pour information qu'ils ont quand même ils auront peut-être Ebanyang, ils auront peut-être des joueurs à vocation offensive. Ça va être très compliqué. C'est une bêtise sans nom. Je comprends même pas comment on pourrait faire ça. Mais il y a autre chose que je voulais mettre en avant aussi. Il y a quelques semaines, on a eu un match à Manchester United. Vous vous souvenez? Et vous avez donc Neymar et Mbappé qui jouaient. Qu'est-ce qu'ont fait les joueurs? Se sont interchangés eux-mêmes. Pourquoi, dans la tête de Marquinhos, qui sent que son équipe ne parvient pas à sortir correctement les ballons, qui est en difficulté dans la récupération, qui ne se sent pas bien dans ce poste, pourquoi Marquinhos et Danilo Pereira n'interchangent pas? Pourquoi Danilo Pereira, Marquinhos ne dit pas à Danilo Pereira, monte dans l'axe, moi je me mets derrière. C'est bien. Alors, peut-être que c'est une histoire de discipline. Peut-être que Marquinhos, il part du principe que quand un entraîneur dit quelque chose, il faut l'accepter, ce qui est bien pour lui. Mais là, son équipe, elle ne fonctionne pas comme ça. Et moi, j'en reviens à ça, Thomas Tuchel se plante. Alors, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Est-ce qu'il veut, il veut saboter le PSG pour essayer de faire quelque chose? Ça peut être une éventualité. Ça peut être une éventualité. Peut-être que dans la tête de Thomas Tuchel, il en a plus rien à foutre. On le voit d'ailleurs dans le discours qu'il a fait dans la conférence de presse, où il dit droit dans les yeux aux journalistes, ah bah moi de toute façon je serai pas prolongé. Donc t'as le sentiment d'un mec, tu sais, même si tu sens que le gars va pas te garder, au moins tu montres que tu es utile. Je rappelle pour information que Thomas Tuchel, il y a quelques mois, on pensait réellement qu'il allait dégager, que c'était Allegri ou Pochettino ou d'autres. Et bah concrètement, cela n'a pas été fait. Et cela a eu des influences. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on sent même que l'équipe entière, il n'y a pas de solution. Là, il manquait Mbappé et Neymar. Je rappelle l'année dernière, il y avait le match contre le Real Madrid. L'absence de Mbappé et de Neymar, eh ben, c'est pas comme si ça avait été, on va dire, désastreux. Je veux dire, l'équipe a su jouer, l'équipe a fait ce qu'il avait à faire. Mais là, quand tu vois le PSG face à Leipzig, t'as l'impression que cette équipe, elle manque de liant, elle manque d'envie, elle manque de physique, elle manque de personnalité. Thomas Tuchel a demandé Thiago Silva, mais à un moment donné, on lui a filé Marquinhos. Marquinhos, on a tous dit que c'était le patron du Paris Saint-Germain. Et sincèrement, il a raison. C'est le patron du Paris Saint-Germain, Marquinhos. Mais aux dernières nouvelles, il peut être que le patron dans un système qui lui convient. D'ailleurs, je vais vous donner une preuve tangible. Le Paris Saint-Germain n'a pas... Et Kimpembe s'en sortait beaucoup mieux quand c'était Marquinhos qui était là.
La preuve en est de plusieurs matchs, etc. etc. Donc la question c'est, est-ce que Thomas Tuchel veut saboter le PSG? Moi je commence à en être vraiment convaincu. Et si c'est ça, c'est de la faute professionnelle. Et là la quid de Leonardo, qui va peut-être dire à un moment donné, bah je vais virer l'entraîneur. Parce que là la situation elle est calamiteuse. Je rappelle que le PSG n'a que 3 points. Dans l'autre match, je vais vous le trouver. Voilà. Le club, alors ils ont une chance inouïe quand même. Hein. C'est que le club de Baksareli, alors je ne vais pas vous le prononcer, d'Istanbul, a marqué et a donc offert une victoire. Autrement dit, si je prends le résultat tel qu'il est, le Paris Saint-Germain et le club Istanbul, dont j'arrive pas à prononcer le nom, à 3-3, 6-6. Autrement dit, le prochain match qui va avoir lieu au Parc des Princes est déjà capital et hyper important. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, concrètement, si le PSG perd encore, et que par hasard, United ou Barça font match nul, ils reviennent dans le match. Mais si jamais ils réussissent pas à gagner, le PSG peuvent déjà prétendre pour peut-être une Europa League. Hein. Et ça serait quand même horrible pour le club de la capitale par rapport à ça. Donc là, la question va se poser. Est-ce qu'il faut virer Thomas Tuchel? Est-ce qu'il ne faut pas virer Thomas Tuchel? Est-ce que peut-être qu'il serait peut-être judicieux, à un moment donné, de commencer à se poser des questions sur pourquoi c'est difficile? Alors après, on va me sortir qu'il y a le calendrier et tout ce que tu veux. Tout le monde, c'est pareil. Il y a des équipes d'ailleurs aussi, pour information, qui même eux ont réenchaîné. Tu prends le Bayern de Munich, ils ont le même calendrier que le Paris Saint-Germain. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alors certes, ils ont repris plus tard, mais ça ne change pas le fait que les équipes sont tous fatiguées. Ça n'est plus une excuse. En tout cas, moi, ça n'en est plus une. Ça commence à m'agacer de voir Thomas Tuchel utiliser cette excuse à tort ou à travers. Parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Quand tu t'inscris à une compétition, à un moment donné, tu sais ce qui t'attend. Alors après, il y a peut-être moins de blessures, plus de blessures, oui, mais à un moment donné, l'équipe du PSG, regardez l'équipe qui est quand même sur le papier, hein, je vais pas vous faire un zoom, attendez, je vais vous faire un zoom, je vais me faire plaisir. Ah merde, je peux pas faire de zoom, bon c'est pas grave, je vais pas faire de zoom, on a quand même, dans l'équipe, c'est quand même bien. Je veux dire, sur le papier, cette équipe, pardon, hein, elle est 10 mois de fois supérieure à celle de l'Olympique de Marseille, à celle du Stade Rennais, parce que cette équipe-là, elle en jette. À un moment donné, bougez-vous le cul, les gars. Je vous dire, bougez-vous le cul et honnêtement, donnez. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est comme ça. Bon, on va passer au top et au flop. Alors, au niveau des tops, ça va pas être évident de trouver des Parisiens, hein, je vous le dis tout de suite. Après, j'ai envie de mettre en avant quand même Keylor Navas, parce qu'il peut pas faire grand-chose hein, sur les actions, mais il te fait un arrêt du tonnerre et honnêtement, on peut que le féliciter. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, le deuxième que j'ai envie de congratuler, parce que clairement il a été, pour moi, il a essayé, il s'est donné. Ça a été l'un des joueurs à avoir du caractère, c'est Moiskin. Moiskin parce que c'était, voilà, il a essayé des choses, il a essayé, voilà, il récupère des ballons, il a provoqué le penalty, il a essayé d'être en pivot pour essayer de donner des ballons à ses coéquipiers. Il s'est dépensé sans compter et honnêtement, on peut que le saluer. Quid de Di Maria? Pour moi, Di Maria, je ne le mets pas en top. Pourquoi? Certes, il a marqué. Pas de problème. Moi, j'allais le mettre en top parce que franchement, il avait été impressionnant. Le problème de Di Maria, c'est qu'au fil du match, il s'est éteint. Il loupe un penalty. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je pense que Di Maria, bah, malheureusement... En plus, Di Maria n'a pas l'excuse d'avoir trop de matchs puisqu'il ne peut pas être en manque de rythme puisqu'il n'a pas joué tout le mois de novembre. Il joue un match par semaine, Di Maria. Pas trop d'excuses, quoi. Donc voilà, c'est clairement voilà. Au niveau des joueurs du côté bien de Leipzig, bah, j'ai envie de mettre aussi Forsberg, qui a été impressionnant, buteur, penalty. Franchement, il a été excellent dans ce match. Je peux mettre aussi bien sur le gardien, parce que je veux dire, si le penalty il rentre, c'est plus le même match, concrètement. J'ai envie de mettre aussi Mukele, que j'ai trouvé intéressant.
trouvé intéressant. Angelino aussi. Nkunku, franchement, qui a été extraordinaire dans ce match. En termes de percussion, c'est lui d'ailleurs qui s'est créé combien d'occasions. Il a été, bien sûr, il a égalisé. Il a fait aussi de bons replis défensifs. Honnêtement, j'ai plutôt apprécié. Aïdara aussi, que j'ai bien aimé. Franchement, dans la parlait justement de récupération de sentinelles du côté du PSG. Bah, honnêtement, Aïdara, franchement, moi, il m'a bien plu. Franchement, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, on va dire. Sabitzer aussi, qui est pas mal, honnêtement, par rapport à ça. Ensuite, pour les tops, pour les flops, bah justement, on va taper du côté de Ledvig. Upamecano, que j'ai trouvé décevant. Pas un match exceptionnel d'Upamecano. Je l'ai trouvé poussif, notamment des pertes de balles, il fait une très bonne mauvaise première mi-temps. Il fait un peu mieux après, mais je l'ai trouvé assez unique. Bon, on peut imaginer peut-être que il sauve son match, vous savez, par son arrêt, son retour à la 94e minute. Mais ça compense pas tout, quoi, tu vois. Ensuite, bah, Konaté aussi, que j'ai trouvé un peu en difficulté. Après, ils ont surtout été en difficulté plutôt en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était bien mieux. Et puis, bah, on va parler bien évidemment de l'équipe parisienne. Alors déjà, bah, bien sûr, on va les signaler, hein, Gay et Kipembe. Parce que, outre le match, Kipembe, il fait la main. D'ailleurs, c'est un symbole quand même. Il fait la main, il n'est pas serein. Il y a des occasions qui se créent à cause de son côté. C'était quand même assez décevant par rapport à ça. Donc ça, c'était relativement décevant. Gay, c'est parce que Gay, c'était... dans l'entrejeu, c'est une catastrophe. Dans l'entrejeu, c'est une catastrophe, Idrissa Gay. Franchement, en termes de récupération de balles, c'est une cata. En termes de possession, c'est une cata. Il n'est pas capable de jouer, clairement. Ensuite, ben, je vais pas mettre Di Maria en flop, mais il y passe pas loin. Franchement, il y passe de là. Ensuite, ben, j'ai envie de mettre, ben, tout simplement, ben, je les ai cités, j'en ai parlé déjà, mais je vais les mettre ensemble d'ailleurs, Marquinhos, Danilo Pereira, parce que Danilo Pereira, certes, il est bon dans les duels dans les aériens, mais c'est tellement pas bon. C'est tellement pas bon. Et puis Marquinhos, je vais en parler, mais il est pas fait pour être 6. Ça me fait chier parce qu'il est tellement doué, ce mec. Mais à force de l'obstiner et de le dégoûter comme il fait, il va se barrer. Là, il est motivé, il adore le PSG. Le PSG, il est là. Mais à un moment donné, fais-le jouer là où il veut. Marquinhos, c'est un soldat. Mais à un moment donné, tous les soldats, en plus, il sent qu'il n'est pas utile. Et puis Thomas Tuchel en flop, bah, ça vous l'avez compris. Après, qu'est-ce que je peux citer? Non, voilà, il n'y a pas grand-chose. Sarabia, que j'ai trouvé un peu éteint aussi. Ouais, on peut mettre Sarabia. Mais voilà, Kurzawa, je vais le laisser tranquille pour une fois, même s'il n'a pas fait un match de ouf. Voilà, sinon le reste, voilà, j'ai juste cité les joueurs en question. Tout n'est pas perdu du côté du PSG. Ils ont quand même pris 3 points. Il va falloir ils vont jouer 2 matchs au Parc des Princes. Donc si tu fais 3-3, tu fais 6 points. T'en as 9. Et à partir de là, bah, le match le plus important sera Manchester. Si tu réussis un coup à United, bah, tu te fais 12 et là tu te qualifies. Mais là, il faut sortir les chevaux, les gars. La bonne nouvelle, quand même, c'est que Icardi, Verratti, Draxler et tous les autres vont revenir. Neymar va revenir. Donc, a priori, l'équipe va retrouver, on va dire, tous ses moments forts. Mais il faut se bouger le cul, les gars. Parce que là, voilà. Et la question va se poser aussi, est-ce qu'il faut laisser Leonardo, doit-il garder Thomas Tuchel ou pas? Moi, je vous la pose, mais moi, la question, c'est oui. Oui, il doit plus le laisser. Non, il doit s'en séparer. Là, il est en train de... Là, qu'est-ce qui va se passer quand le PSG va se faire éliminer à la Ligue des Champions? Moi, je veux bien être une petite souris pour voir ce qui va se passer. Parce que je rappelle quand même, bon, le Real a fait, a fait 3 points cette semaine. Mais le Real, il y a eu du caractère, de l'envie. Là, il n'y en a pas. Bon, voilà. Allez, merci à vous tous d'avoir fait l'émission.
et ciao les amis.